Et si je te disais que le pire jour de ma vie n'a pas été celui où j'ai perdu mon mari, mais celui où, au milieu du deuil, j'ai été trahie de la manière la plus cruelle par quelqu'un de sa propre famille. Je m'appelle Marie-Claire Desrosiers, mais beaucoup ici me connaissent simplement comme Mamie Claire. J'ai 83 ans et je suis née à La Chapelle-sur-Coise, un petit village caché entre les collines du Rhône, là où les clochers sonnent encore à midi et où les murs de pierre murmurent des secrets anciens. Je suis née en 1942, dans une maison en bois sombre que mon père avait construite de ses mains, avec un toit qui fuyait chaque hiver et une cheminée qui ne cessait de tousser les soirs de vent. Ma mère, silencieuse comme tant d'autres femmes de l'époque, portait son destin comme on porte un fardeau trop lourd pour être partagé. Longtemps, j'ai cru que ma vie serait simple, une suite de jours tranquilles, entre le linge à étendre et le pain à pétrir, mais personne ne m'avait prévenu que le destin pouvait frapper comme une tempête, et qu'un jour, avec 2 enfants en bas âge et un cœur brisé, je devrais tout recommencer, sans savoir lire les lignes du chagrin, ni comprendre les signes de la trahison. J'avais 16 ans quand j'ai rencontré Jean-Baptiste, l'homme qui allait bouleverser ma vie à jamais. Il avait 22 ans, fils de vigneron, venu dans notre région pour travailler sur un chantier de restauration d'une abbaye médiévale. Il avait des yeux sombres pleins de promesses et un sourire qui désarmait même les plus méfiantes. Pour une fille simple comme moi, élevée dans la foi catholique, le respect et la modestie, Jean-Baptiste représentait le rêve d'un amour fort, d'un avenir sûr, d'un foyer. Nos premiers échanges se faisaient sous la surveillance de ma tante, puis dans les ruelles de pierre, à l'abri des regards. Il parlait bien, disait qu'il voulait une femme comme moi, douce, travailleuse, de foi solide. Je croyais à chaque mot. Quand il m'a demandé en mariage, mon père n'a pas hésité. Dans les familles comme la nôtre, une fille fiancée à un homme qui travaille, c'est un soulagement. Et moi, je n'avais rien connu d'autre que les prières du soir et les tâches ménagères. Je suis donc partie avec lui, naïve, amoureuse, croyant que Dieu me bénissait. Mais les bénédictions, parfois, se transforment en épreuves. Dès notre arrivée à Clermont-Lérault, où il avait trouvé un logement, j'ai senti un froid, pas dans l'air, mais dans sa voix, ses gestes. Il avait un frère, Thierry, plus âgé, qui vivait sous notre toit. Jeune mariée, j'étais censée obéir, sourire, faire à manger. Mais très vite, j'ai compris que la maison n'était pas un foyer. C'était une prison. Et ce que j'allais vivre, personne ne m'avait préparé. Ce n'est qu'un aperçu, un éclat de ce que je vais vous raconter. Parce que parfois, pour comprendre la force d'une femme, il faut d'abord entendre la profondeur de ses blessures. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à commenter avec cette phrase « Je suis prêt à entendre sa vérité ». Et surtout, abonnez-vous, partagez cette histoire, car elle pourrait bien résonner avec la vôtre. Je pensais que le mariage serait une bénédiction, une nouvelle vie, un foyer à construire. Mais à peine avais-je mis les pieds dans cette petite maison de pierre à Clermont-Lérault que quelque chose en moi s'est brisé. Jean-Baptiste avait changé. Il n'était plus le jeune homme doux des premières rencontres. Ses silences devenaient des murs, ses regards, des pics. Et surtout, il n'était presque jamais seul avec moi. Il avait toujours son frère Thierry, un homme dur, autoritaire, qui me scrutait comme si j'étais un objet à évaluer. J'avais 17 ans à peine et je me retrouvais à cuisiner, laver, servir comme une domestique. Et pourtant, je gardais le sourire. Parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Une femme de foi supporte, elle ne se plaint pas, elle prie. Mais aucune prière ne préparait à ce que j'allais vivre. Un soir, alors que Jean-Baptiste était parti travailler de nuit sur un chantier, Thierry est rentré plus tôt que prévu. J'étais seule dans la cuisine, les mains pleines de farine. Il est entré sans prévenir, sans frapper. Il a refermé la porte et tout est devenu silence. Un silence lourd, oppressant. Il s'est approché, lentement. J'ai reculé, le cœur battant. Et quand il a posé sa main sur mon épaule, j'ai su que je n'étais plus en sécurité. Ce soir-là, il n'a rien dit. Il s'est contenté de rester trop près, de me fixer, de poser ses mains là où il ne devait pas. Et moi, paralysée, incapable de crier, j'avais honte, peur. Et surtout, je ne savais pas à qui parler. Comment expliquer cela à mon mari, à ma famille? Dans notre monde, une femme déshonorée, même victime, portait la faute. Les jours suivants, j'ai prié comme jamais. J'ai jeûné, supplié Dieu de me protéger. Mais Thierry restait là, toujours à rôder, à me suivre du regard. Et Jean-Baptiste ne voyait rien ou faisait semblant. Un matin, j'ai décidé d'écrire à ma mère une lettre simple, courte, lui demandant si je pouvais venir quelques jours au village. Mais mon mari l'a lue avant qu'elle ne parte. Il est entré dans la chambre, furieux, m'accusant de vouloir fuir mes devoirs. Ce jour-là, j'ai reçu ma première gifle, forte, humiliante. Et dans ses yeux, je n'ai vu ni amour, ni regret, juste un ordre.
Tu restes et tu te tais. Je suis restée et je me suis tue. Le silence est devenu ma langue, ma prière, ma punition. Mais à l'intérieur, quelque chose mourait chaque jour. J'avais 18 ans et déjà je me sentais vieille, brisée. Je passais mes journées à m'occuper de la maison, à éviter Thierry, à supporter les colères de Jean-Baptiste. Et chaque soir, je m'agenouillais devant une croix en bois, implorant un signe, n'importe lequel. Mais le ciel semblait sourd. Puis, un dimanche, après la messe, une femme du village est venue me voir. Elle s'appelait Lucienne, une veuve, discrète, pieuse. Elle m'a tendu un petit mouchoir blanc brodé et dans ses yeux, j'ai vu qu'elle savait. Sans un mot, elle m'a pris dans ses bras et j'ai pleuré. Pour la première fois, Lucienne m'a dit « Tu n'es pas seule, tu n'as pas à avoir honte ». C'était la première phrase douce que j'entendais depuis des mois. Elle m'a invitée chez elle, m'a offert un thé et ce jour-là, j'ai parlé. Pas de tout, mais d'assez pour respirer. Ce fut le début d'un lien secret, une main tendue, un coin de ciel, dans une vie d'ombre. Mais l'enfer n'était pas terminé. Et ce que je découvrirais plus tard allait me faire douter même de Dieu. Si vous ressentez, ne serait-ce qu'un peu, le poids de ce silence, je vous invite à commenter. Je n'oublierai jamais le silence et à partager cette histoire. Peut-être qu'une autre femme, en lisant, se sentira moins seule. Je n'avais que 19 ans lorsque j'ai compris que j'étais enceinte. Le retard, les nausées, cette intuition que toute femme finit par reconnaître. Mais à l'intérieur de moi, au lieu de la joie, j'ai senti le sol se dérober. Mon cœur battait trop vite, mes mains tremblaient et une peur indicible s'est accrochée à mes entrailles. Je me tenais devant le miroir de la chambre, les deux mains sur le ventre à peine arrondi, et une seule question me rongeait. Et si cet enfant n'était pas de Jean-Baptiste? Cette pensée me déchirait, parce qu'elle n'était pas vaine, parce que je savais ce que Thierry avait fait, parce que ce jour-là, après m'avoir attrapé dans la cuisine, il était allé plus loin. Et moi, tétanisée, j'étais restée là, immobile. Et pendant des jours, je m'étais convaincue que si je ne disais rien, si je priais assez, Dieu effacerait. Mais Dieu n'avait rien effacé. J'ai mis 3 semaines avant de dire à Jean-Baptiste que j'étais enceinte. Il m'a regardée d'un air vide, puis m'a embrassé le front comme on félicite une enfant docile. Ce fut la seule marque d'affection qu'il m'ait donnée ce mois-là. Mais Thierry, lui, a changé de regard. Il devenait plus nerveux, plus silencieux, parfois plus violent dans ses regards, comme s'il avait peur. Et moi, j'avais la nausée. Pas seulement de la grossesse, mais du dégoût de devoir croiser ce regard tous les jours dans cette maison qui n'était plus qu'une prison. Je n'ai parlé à personne, ni à ma mère, ni à Lucienne. J'avais honte. Et je ne voulais pas que quelqu'un ose me poser la question que je me posais chaque nuit en sanglotant dans mon oreiller. Et si ce bébé est de lui? Les mois ont passé. Mon ventre a grossi et mon cœur s'est renfermé. Le jour de l'accouchement, dans la petite maternité de Béziers, j'ai serré les dents, sans un cri. Je ne voulais pas hurler. Je ne voulais pas que mon cri ressemble à celui que j'avais étouffé ce soir-là dans la cuisine. Quand on m'a tendu la petite fille, j'ai cru m'évanouir. Elle était belle, si belle, les yeux noirs comme ceux de Thierry. J'ai détourné les yeux. Je l'ai appelée Élise, comme la sœur de ma grand-mère. Et pendant des mois, je l'ai soignée, nourrie, bercée, mais sans la regarder vraiment. Parce que chaque regard me rappelait ce que je ne pouvais dire. Jean-Baptiste n'a jamais posé de questions. Il semblait heureux d'avoir une fille. Il lui chantait parfois des chansons en patois occitan, ce qui adoucissait brièvement l'ambiance de la maison. Mais dès que Thierry entrait dans la pièce, je me raidissais. Il évitait Élise. Il ne la prenait jamais dans ses bras. Et moi, je vivais dans la peur qu'un jour, quelqu'un découvre tout. Lucienne, un après-midi, a vu dans mon regard ce que je taisais. Elle m'a demandé doucement « Tu veux me dire quelque chose ?» Et j'ai pleuré, mais je n'ai pas parlé. Pas encore. C'est quand Élise a eu 2 ans que le cauchemar a recommencé. Un soir, Jean-Baptiste a été appelé à Toulouse pour un chantier d'urgence. Thierry est resté. Et cette nuit-là, il a recommencé. Mais cette fois, il a fermé la porte de ma chambre à clé. Je me suis débattue. Je l'ai supplié. J'ai crié. Mais personne n'est venu. Le lendemain, je suis restée prostrée, assise par terre dans la cuisine. Élise jouait avec un chiffon, insouciante. Moi, j'étais une carcasse vide. J'avais l'impression d'être morte à l'intérieur. Je n'ai pas prié ce jour-là. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas adressé un mot à Dieu. Et pourtant, c'est ce même jour que Lucienne est venue frapper à la porte. Elle m'a regardée, m'a prise dans ses bras et a dit « Cette fois, tu dois parler ». Mais parler signifiait risquer tout perdre, être rejeté, ne pas être cru, être jugé. Et pourtant, ce silence-là me tuait. Si vous avez déjà eu à cacher quelque chose pour survivre, je vous invite à commenter. J'ai connu ce silence qui ronge,
Votre parole peut aider une autre femme à ne pas se sentir seule. Et n'oubliez pas, cette vidéo est une création entièrement originale et personnelle. Merci de votre respect. Il m'a fallu 3 semaines entières pour rassembler le courage de dire à Lucienne ce que je n'avais jamais dit à personne. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas une confession. C'était un filet de voix, brisé par des années de silence, qui sortait enfin de ma gorge, comme si mon corps n'en pouvait plus de tout porter seul. Nous étions dans la cuisine. Un dimanche après-midi, Élise dormait, le soleil entrait par la fenêtre et je regardais les reflets danser sur le carrelage. Je me souviens de mes mains posées sur mes genoux, tremblantes. Et puis, tout est sorti. Ce qu'il avait fait, le doute sur la paternité d'Élise, ce que j'avais ressenti, ce que je ressentais encore. Lucienne m'écoutait sans m'interrompre, ses yeux remplis de larmes, sa main serrant la mienne. Quand j'ai terminé, j'ai cru qu'elle allait me dire de me taire, que je devais protéger ma famille. Mais elle m'a seulement dit « Marie-Claire, tu as survécu, mais maintenant, il faut vivre ». Cette phrase m'a bouleversée, parce que je n'avais jamais envisagé cette possibilité. Vivre, pas juste survivre, vivre vraiment. Mais vivre voulait dire affronter, et j'avais peur. J'ai écrit une lettre à Jean-Baptiste, une lettre que je n'ai jamais envoyée. J'y racontais tout le premier soir, le doute, la peur, la honte, et surtout, cette sensation de ne plus exister. J'ai brûlé cette lettre. J'avais trop peur de ce qu'il ferait, de ce qu'il penserait, de ce que cela ferait à notre famille, à Élise. Les jours ont passé et j'ai commencé à chercher du travail. J'avais besoin d'air. J'ai trouvé un poste de couturière dans un petit atelier du centre-ville. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Pour la première fois depuis des années, j'avais un endroit où je n'étais pas seulement la femme de Jean-Baptiste ou la mère d'Élise. J'étais Marie-Claire, mais à la maison, rien ne changeait. Thierry me suivait des yeux. Il me parlait à peine. Et un soir, il a laissé tomber une phrase qui m'a glacée. « Tu sais que personne ne te croirait ». C'était sa façon de me rappeler que mon silence lui appartenait, que ma peur était son arme. Lucienne m'a proposé d'aller voir un prêtre, pas celui de notre paroisse, un autre, à Lodève, le père Armand. Il était jeune, doux et surtout, il écoutait. Je suis allée le voir une après-midi d'hiver. J'ai tout raconté. Il n'a pas parlé de péché, il n'a pas parlé de pardon. Il m'a juste regardé et m'a dit « Ce que vous avez vécu est un crime et votre silence est un acte de courage, pas de faiblesse. » Ces mots ont allumé quelque chose en moi. Mais comment parler à Jean-Baptiste? Comment lui dire que son frère? Je n'ai pas pu. Ce n'est pas moi qui ai brisé le silence. C'est Élise. Elle avait 5 ans. Elle jouait dans la cour quand Thierry est sorti pour la prendre dans ses bras. Et elle a crié, hurlé. « Non, pas lui !» J'ai couru dehors et j'ai su. Elle n'a pas dit ce qu'il avait fait. Mais je l'ai vu dans ses yeux. Ce regard, ce même regard que j'avais eu des années plus tôt devant le miroir. J'ai pris Élise dans mes bras. Et ce soir-là, j'ai fait mes valises. Je suis partie. Pas pour moi, pour elle. On est allé chez Lucienne. Et le lendemain, j'ai porté plainte. Les policiers ont été froids, sceptiques. Mais ils ont noté ma déclaration. Et celle d'Élise, elle n'avait que 5 ans. Mais elle savait dire non. Jean-Baptiste est venu me voir 2 jours plus tard. Il avait lu le rapport. Il a pleuré, hurlé. Il ne m'a pas demandé pardon. Il m'a demandé pourquoi je ne lui avais rien dit plus tôt. Je n'avais pas de réponse. Parce que j'avais eu peur. Parce que je croyais protégée. Parce que je ne savais pas comment survivre autrement. Il est reparti sans un mot. Thierry a nié. Il a crié au complot, à la vengeance. Il a même accusé Lucienne. Mais cette fois, ce n'était plus moi contre lui. C'était moi, Élise, et la vérité. Je ne savais pas si un jour, la justice me donnerait raison. Mais ce jour-là, j'ai senti quelque chose de nouveau, de la force. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce moment où la peur devient courage? Commentez. J'ai choisi de vivre, pas seulement de survivre. Et rappelez-vous, cette histoire est une création originale et personnelle, inspirée d'une douleur réelle. Quand j'ai claqué la porte de la maison que j'avais construite avec Jean-Baptiste, celle qui abritait mes souvenirs et mes fantômes, je n'ai pas regardé en arrière. Je tenais Élise par la main, et chaque pas que nous faisions loin de cette maison me semblait une victoire silencieuse sur les chaînes invisibles qui m'avaient retenu trop longtemps. Mais fuir ne voulait pas dire être libre. J'allais le découvrir peu à peu, dans le silence des nuits passées sur le petit canapé du salon chez Lucienne, dans les pleurs d'Élise, au moindre bruit de porte, dans ma propre incapacité à dormir sans cauchemar. Je croyais que le plus dur était derrière moi, que porter plainte, partir, dire non, c'était ça le sommet de la montagne. Mais en réalité, ce n'était que le début d'une autre ascension, celle du deuil. Le deuil de ma naïveté, de ma confiance, de ma famille,
tel que je l'avais rêvé. Jean-Baptiste ne m'a pas cherché. Il n'a pas essayé de ramener Élise. Il m'a seulement envoyé une lettre brève, presque administrative, me disant qu'il me libérait de nos liens conjugaux. Aucune mention de Thierry, aucune question sur sa fille, rien que le vide, comme si j'avais cessé d'exister. J'ai ressenti une douleur étrange, pas la colère, pas la tristesse, mais une forme de trahison tranquille, comme si l'homme avec qui j'avais partagé 20 ans de ma vie m'effaçait d'un trait. À la gendarmerie, l'enquête piétinait. Thierry avait un alibi, ou du moins des gens pour le couvrir. Il continuait à vivre dans la maison, à travailler dans la boulangerie familiale. Moi, je devenais la femme instable, la sœur de Lucienne, la couturière qui a tout inventé. C'était ça le prix du courage, être traitée comme folle dans un village où tout le monde préfère la paix aux vérités dérangeantes. Mais j'avais Élise, et elle avait moi, et ensemble, on allait se reconstruire. Lucienne m'a proposé une chambre au grenier. On a repeint les murs en jaune pâle. J'ai cousu des rideaux avec des tissus anciens. C'était modeste, mais c'était un début. Et surtout, c'était à nous. Chaque soir, je racontais à Élise une histoire. Pas des contes, non, des souvenirs. Je lui parlais de la mer que je n'avais vue qu'une seule fois quand j'étais enfant. Du champ de coquelicots derrière la ferme. De ma grand-mère qui mettait des fleurs dans ses cheveux. Je voulais qu'elle sache qu'il y avait eu quelque part de la douceur dans ce monde. Mais moi, je continuais à me débattre avec mes ombres. Je faisais des cauchemars. Je revoyais Thierry dans l'encadrement de la porte. Je me réveillais en sueur. Lucienne me préparait du tilleul, restait avec moi sans parler. Un jour, j'ai croisé Thierry au marché. Il m'a souri, un sourire tranquille, comme s'il n'avait rien fait, comme si j'étais la folle du village. J'ai failli tomber. Je suis rentrée chez Lucienne en courant. J'ai vomi, j'ai pleuré. C'est là que Lucienne a prononcé les mots qui allaient tout changer. Il faut que tu parles à d'autres femmes. Je ne comprenais pas, mais elle, si. Elle m'a emmenée à Montpellier, dans un centre d'écoute pour femmes victimes de violences. C'était une maison grise, un peu triste, mais l'intérieur sentait le café chaud et la tendresse. Je me suis assise autour d'une table avec 7 autres femmes et j'ai compris que je n'étais pas seule. Il y avait Hélène, battue pendant 15 ans, Jeanne, abusée par son oncle, Mireille, violée par son mari. Chacune portait une cicatrice différente, mais nos regards se comprenaient sans un mot. Ce jour-là, j'ai dit à voix haute « Je m'appelle Marie-Claire et je me reconstruis ». Personne n'a applaudi, mais une main s'est tendue vers la mienne et je n'étais plus seulement une victime. J'étais une femme qui un jour avait décidé de ne plus se taire. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette force sourde qui surgit quand on croit qu'on ne peut plus avancer? Commentez, je me reconstruis, même si le monde me brise encore. Et n'oubliez pas, cette histoire est une création originale inspirée d'une douleur réelle, écrite avec le cœur. Je crois que le véritable tournant de ma vie n'a pas été un grand événement spectaculaire, mais un matin banal, dans la cuisine de Lucienne. Je tenais une tasse de café dans les mains, le soleil entrait doucement par la fenêtre et Élise riait dans la pièce d'à côté. Et c'est là, dans cette banalité tranquille, que j'ai compris que je n'avais plus peur. Pas parce que les choses étaient redevenues simples, non, la peur était toujours là, tapie dans un coin de ma mémoire, mais elle n'avait plus le dernier mot. Ce matin-là, j'ai compris que j'étais vivante et que ça, c'était déjà une victoire. J'avais passé trop d'années à croire que je ne valais rien, que j'étais une mère médiocre, une épouse défaillante, une sœur envahissante, une femme invisible. Mais peu à peu, au fil des rencontres au centre, des discussions avec Lucienne, des silences partagés avec Élise, quelque chose en moi avait changé. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture thérapeutique. La première fois, je n'ai rien écrit, juste des mots épars sur une page blanche. Verrou, douleur, silence, vernis. C'était confus, maladroit, mais c'était moi. Puis, à la 3e séance, j'ai écrit une phrase entière. Il m'a prise quand j'étais encore une enfant dans ma tête. Cette phrase, je l'ai relue 10 fois. Elle me brûlait les yeux, mais elle m'a libérée. J'ai compris que tant que je ne mettrais pas de mots sur l'horreur, elle continuerait à m'habiter. Élise grandissait. Elle dessinait des maisons avec des fenêtres ouvertes, des fleurs, des papillons. Elle m'a dit un jour « Maman, tu souris plus souvent maintenant ». Je n'avais même pas remarqué, mais c'est vrai. Je reprenais goût à exister. Je recommençais à coudre. Je réparais les ourlets pour les voisines. Je créais des robes pour les poupées d'Élise. Mes mains retrouvaient leur mémoire, leur rythme, leur fierté. Et puis, un jour, une femme du groupe m'a demandé si je voulais témoigner dans une conférence. Parler en public,
dire ce que j'avais vécu. Ma première réaction a été de rire. Moi, parler devant des gens, je n'avais même jamais osé regarder un gendarme dans les yeux. Mais la nuit suivante, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à toutes les filles du village, à celles qui, peut-être, vivaient ce que j'avais vécu, à celles qui n'avaient pas de Lucienne, pas de centre d'écoute, pas de mots. Et j'ai dit oui. La salle n'était pas grande, une trentaine de personnes, des femmes surtout, quelques hommes, une lumière tamisée, un micro trop près de ma bouche. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il sorte de ma poitrine. Mais quand j'ai commencé à parler, ma voix ne tremblait pas. J'ai raconté mon histoire, sans détail cru, mais sans mensonge. J'ai dit que Thierry était mon beau-frère, que Jean-Baptiste avait préféré me traiter de folle que d'ouvrir les yeux, que j'avais fui avec une petite fille dans les bras, sans argent, sans toit, mais avec la conviction que je méritais mieux que le silence. Et à la fin, il y a eu un silence, puis des larmes et des applaudissements. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est cette femme d'une 60aine d'années qui est venue me voir, m'a pris les mains et m'a dit « Grâce à vous, je vais parler ». Ce jour-là, j'ai su que ma honte n'avait plus sa place, que ce que j'avais porté pendant des années n'était pas ma faute, que j'étais digne, légitime et forte. Lucienne m'a serré dans ses bras en rentrant. « Tu es une lionne », m'a-t-elle dit. Et pour la première fois, je l'ai cru. Je n'étais plus une femme brisée, j'étais une femme en marche. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce moment où, sans prévenir, la peur recule et la lumière entre? Commentez ci-dessous. Je choisis la lumière, même après l'ombre. Et souvenez-vous, cette vidéo est une œuvre originale, née d'une histoire vraie, partagée avec respect et amour. Il faut que je vous dise une chose. Pendant des années, je ne me suis pas appelée Marie-Claire. Oh, bien sûr, c'est le prénom que ma mère m'a donné, celui qu'on a inscrit sur mon acte de naissance, sur mes carnets d'école, sur ma carte d'identité. Mais en réalité, je m'appelais la sœur de Jean-Baptiste, la belle-sœur de Thierry, la femme de personne, la mère de cette petite-là. Mon nom, mon vrai nom, celui qui contenait mon histoire, mes choix, mes douleurs, mes silences, avait été effacé. J'étais devenue transparente, présente, mais effacée, vivante, mais muette, entourée de visages, mais seule comme un caillou dans une rivière trop bruyante. Ce n'est qu'après ce témoignage public, ce moment où j'ai regardé mon passé droit dans les yeux, que j'ai commencé à reconstruire mon nom. Je me suis présentée à la mairie de la Chapelle Saint-Luc, toute tremblante, pour demander un nouveau justificatif de domicile. Et quand l'agent m'a demandé « Votre nom, madame ?» j'ai répondu, sans baisser les yeux, « Marie-Claire Desrosiers ». Et je l'ai dit comme on frappe à une porte longtemps fermée. Puis je me suis inscrite à une formation, un petit atelier, 3 fois par semaine, apprendre à utiliser un ordinateur, écrire un mail, remplir un formulaire, rien de spectaculaire. Mais pour moi, c'était comme gravir une montagne. Lucienne m'encourageait. Élise, maintenant adolescente, m'aidait à réviser. Et moi, à chaque fois que j'écrivais mon prénom dans un champ de formulaire, je souriais intérieurement. Un jour, au centre social, une femme m'a dit « Tu devrais écrire ton histoire. Tu as une façon de parler, on t'écoute. » Et cette phrase m'a poursuivie pendant des semaines. J'ai acheté un cahier à spirale, bleu ciel, et j'ai commencé à écrire. Pas dans l'ordre, pas pour les autres, pour moi. J'ai écrit la nuit quand la maison dormait. J'ai écrit dans le bus. J'ai écrit dans les toilettes, parfois pour pleurer sans qu'Élise entende. Et j'ai découvert que mettre des mots sur les plaies, c'était déjà les soigner. Je n'ai pas écrit pour être publié. Je n'ai jamais voulu devenir une grande auteure. Mais un jour, j'ai lu un passage à haute voix dans le groupe de femmes survivantes. Et l'une d'elles m'a dit « C'est comme si tu écrivais ce que je n'ai jamais pu dire ». Ce jour-là, j'ai compris que mon silence n'avait pas été vain, que mes années d'effacement serviraient, peut-être, à donner une voix à d'autres. J'ai participé à des cercles de parole. J'ai animé une rencontre dans un collège pour parler des violences faites aux femmes. J'ai appris à poser ma voix, à raconter sans trembler. Et à la fin, les élèves m'ont applaudi. Je suis rentrée ce soir-là, les jambes lourdes mais le cœur léger. Et Élise m'attendait avec un petit gâteau. Elle avait écrit dessus, avec du sucre glace, « Bravo maman ». Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « Tu sais, c'est toi qui m'as donné la force. C'est pour toi que je me suis relevée ». Elle a souri, mais je voyais dans ses yeux qu'elle comprenait. Parce qu'à ce moment-là, nous étions 2 femmes, 2 générations, 2 survivantes. Et moi, enfin, j'avais retrouvé mon nom. Et vous, quelle partie de votre histoire aimeriez-vous écrire pour ne plus jamais l'oublier? Commentez ci-dessous. Je reprends mon nom, mon histoire et ma force. Et souvenez-vous, cette vidéo est une œuvre originale, tirée d'un vécu réel et racontée avec dignité. Il y a eu un moment où j'ai compris que je m'excusais tout le temps pour parler, pour pleurer, pour demander de l'aide, pour exister. Je disais « désolé » quand je bousculais quelqu'un,
mais aussi quand je m'asseyais dans un bus, quand je posais une question, quand je partageais un souvenir douloureux, comme si ma simple présence dérangeait, comme si ma douleur n'avait pas le droit de prendre de la place. Je me suis excusée d'avoir été violée. Je me suis excusée d'avoir mis au monde une fille dans la peur. Je me suis excusée d'avoir fui, d'avoir survécu, d'avoir voulu reconstruire quelque chose avec rien. Un jour, Élise m'a regardée avec un air sérieux. Elle avait 15 ans. Elle m'a dit « Maman, tu t'excuses trop. On dirait que tu crois que t'exister, c'est un fardeau. » Cette phrase m'a frappée comme un coup dans la poitrine. Et j'ai compris. J'ai compris que je portais encore sur mes épaules les chaînes du passé. Les mots de Jean-Baptiste, les silences de ma mère, les soupirs du pasteur, les regards de l'église, les nuits sans fin, les matins sans espoir. Alors j'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit tout ce dont je ne voulais plus m'excuser. Je ne m'excuserai plus d'avoir été une enfant naïve. Je ne m'excuserai plus d'avoir cru aux promesses des adultes. Je ne m'excuserai plus d'avoir aimé un frère qui m'a trahi. Je ne m'excuserai plus d'avoir eu peur. Je ne m'excuserai plus de parler, d'écrire, de pleurer, de guérir. Ce fut libérateur, étrange au début, mais chaque mot posé était une chaîne de moins autour de mon cou. Je suis allée marcher dans les bois, j'ai regardé les arbres, j'ai écouté les oiseaux et j'ai dit à voix haute « J'existe et je n'ai pas à m'excuser. Je ne vous dirai pas que tout s'est arrangé en un instant. Ce serait mentir. » Mais cette phrase est devenue un ancrage, un rappel, un mur contre lequel je pouvais m'appuyer. À chaque fois que je sentais la honte revenir, je murmurais « Je suis en vie et je mérite d'être là. » Et quand j'ai osé raconter mon histoire sur une scène, devant une salle remplie d'étrangers, je n'ai pas dit « Désolé » une seule fois. Je me suis levée, j'ai parlé et j'ai vu des gens pleurer. Pas de tristesse, de reconnaissance, parce que mon histoire leur rappelait la leur. Après la conférence, une femme âgée est venue vers moi. Elle m'a pris les mains. Elle a dit « Tu m'as offert quelque chose que je n'ai jamais eu, la permission de parler. » Et à ce moment-là, j'ai su que je n'étais plus une victime. J'étais une femme, une mère, une survivante, une voix, et je n'avais plus honte. Et vous, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes excusé d'exister? Commentez ci-dessous. Je n'ai plus honte de vivre, d'être, d'exister. Et n'oubliez pas, cette histoire est une œuvre originale et authentique, racontée avec dignité et respect. Il y avait encore des jours où je me réveillais en sursaut, comme si le passé tendait la main pour me ramener en arrière. Le visage de Jean-Baptiste revenait dans mes rêves. La voix de ma mère, froide et indifférente, hantait mes silences. Même après des décennies, certaines blessures semblaient refuser de cicatriser complètement. Mais quelque chose avait changé en moi, une détermination nouvelle. Une promesse intérieure que je m'étais faite et que je ne voulais plus trahir. Je ne vivrai plus jamais dans la peur. Pendant longtemps, j'ai marché sur des œufs. J'avais peur d'être trop bruyante, trop visible, trop émotive, peur de déranger, peur d'échouer, peur de ne pas être crue, peur de ne pas être aimée, peur que le passé se répète avec Élise. Mais un jour, en la regardant, j'ai vu en elle une force que je n'avais pas eue à son âge. Et je me suis dit, je ne dois plus avoir peur, parce qu'elle me regarde, elle apprend de moi. Alors j'ai commencé à vivre autrement, lentement, prudemment, mais sincèrement. Je suis retournée à l'église, pas celle de mon enfance, ni celle où j'avais été trahie. Une autre, plus petite, plus humaine. Le pasteur était une femme, ce qui m'avait surprise. Elle avait les yeux doux et la voix claire. Elle n'a pas voulu connaître les détails. Elle m'a seulement dit « Tu as le droit d'être ici. Tu n'as rien à prouver à personne. » J'ai pleuré. Pour la première fois dans un lieu sacré, mes larmes n'étaient pas honteuses. Elles étaient libératrices. J'ai ensuite commencé à écrire des petits textes, des souvenirs, des bouts de vie. Je les lisais parfois à Élise, parfois à moi-même. Je ne cherchais pas à être publiée. J'avais juste besoin de sortir ces mots de moi. Et puis un jour, une voisine m'a demandé de venir parler à un groupe de femmes. Des femmes comme moi, âgées, silencieuses, avec leurs douleurs bien rangées derrière les sourires. J'y suis allée, j'ai raconté, sans filtre, et j'ai vu les visages changer, les épaules se détendre. Certaines ont pleuré, d'autres m'ont pris la main. Une m'a dit « Tu m'as donné le courage de dire que mon propre frère m'a fait la même chose. » Ce jour-là, j'ai su que ma voix avait un sens. Je n'étais plus seulement Marie-Claire, la vieille femme du quartier. J'étais une survivante qui tendait la main aux autres, une mémoire vivante, un miroir pour celles qui se testent encore. Et même si parfois le passé me serre encore la gorge, je ne me laisse plus étouffer. Quand Jean-Baptiste est mort, il y a 3 ans, je n'ai pas versé une larme. J'ai simplement allumé une bougie et murmuré « Je ne t'appartiens plus ». Ce fut mon dernier adieu. Aujourd'hui, je vis dans une petite maison à la campagne, près de Limoges. Le matin, je prépare mon café, j'ouvre les volets et je laisse la lumière entrer sans crainte.
Je parle aux oiseaux. J'écris. Je ris avec Élise au téléphone. Je regarde mes rides dans le miroir et je me dis quelles sont les traces de ma survie. Je n'ai plus besoin de me cacher, ni de me justifier. Et chaque fois que quelqu'un me demande comment j'ai trouvé la force, je réponds simplement « J'ai arrêté d'avoir peur ». Et vous, quelle peur vous empêche encore de vivre librement? Commentez ici dessous avec cette phrase. Aujourd'hui, je refuse de vivre dans la peur. Et n'oubliez pas, cette histoire est une œuvre originale et authentique, racontée avec cœur, respect et vérité. Je suis née dans un monde où les femmes ne parlaient pas, où les silences pesaient au plus lourd que les mots, où la honte était transmise comme un héritage. Je suis née dans un monde où l'on m'a appris à baisser les yeux, à supporter, à prier pour que la douleur passe. Mais elle ne passait jamais, elle s'installait. Et elle m'a habité pendant si longtemps que j'ai fini par croire qu'elle faisait partie de moi. Aujourd'hui, à 83 ans, je sais que ce n'est plus vrai. Ce n'est qu'en acceptant de revisiter mes blessures que j'ai pu les guérir. Ce n'est qu'en donnant un nom à ce qui m'a brisé que j'ai pu me reconstruire. Ce n'est qu'en racontant mon histoire que j'ai cessé d'en être prisonnière. Et je ne suis pas seule. Il y a tant de femmes comme moi, tant de Marie-Claire silencieuses, marchant encore dans l'ombre de leurs souvenirs. Certaines ont plus de 70, 80, parfois 90 ans, et elles portent encore, dans leur regard, cette vieille peur de déranger, d'être jugées, de ne pas être crues. À celle-là, je veux dire ceci. Il n'est jamais trop tard, jamais, pour dire non, pour dire stop, pour dire « je mérite mieux ». Il n'est jamais trop tard pour guérir, pour aimer, pour se pardonner. Je ne suis pas devenue une autre femme, je suis devenue moi-même. Je ne vis pas dans le luxe, je n'ai pas de grande richesse, mais j'ai la paix. J'ai la liberté de marcher sans baisser la tête. J'ai la joie de parler sans trembler. Et j'ai la gratitude immense d'avoir survécu à ce qui aurait pu me tuer. J'écris encore. Chaque matin, j'ouvre mon carnet et j'y dépose mes pensées comme on dépose des pétales sur une tombe. Pas pour pleurer le passé, mais pour honorer ce que je suis devenue malgré lui. Élise me rend souvent visite. Elle m'embrasse avec une tendresse qui soigne toutes les blessures. Elle m'écoute, me pose des questions, et je sens que l'histoire ne se répète pas. Elle est forte, libre, et surtout, elle sait qu'elle a le droit de parler. Un jour, elle m'a dit « Maman, tu es mon héroïne !» Et j'ai compris que tout ce combat n'avait pas été vain. Aujourd'hui, je vis sans peur, et c'est la plus grande des victoires. Si tu as écouté mon histoire jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a vibré. Peut-être que tu portes aussi des cicatrices. Peut-être que tu es en train de chercher une sortie. Ou peut-être que tu veux aider quelqu'un à s'en sortir. Alors je te laisse cette phrase. Qu'elle t'accompagne, te réchauffe, te libère. Je suis arrivée jusqu'au bout parce que je crois en la guérison. Écris-la dans les commentaires si elle te parle. Partage cette histoire si elle peut aider une autre femme. Et abonne-toi pour que d'autres voix, d'autres récits continuent à briser les chaînes du silence. Ceci est une œuvre personnelle et originale. Chaque mot vient du cœur d'une survivante. Merci de l'avoir respecté.